Bonjour, Laurence et moi avons décidé aujourd'hui de vous parler du trouble oppositionnel avec provocation. En fait, il s'agit d'un trouble psychologique qui est très courant chez les enfants et chez les adolescents. C'est un trouble qui est très fréquemment un des troubles en fait les plus diagnostiqués chez les jeunes enfants. C'est pour cette raison qu'on a décidé de l'aborder. En fait, un trouble oppositionnel, il va souvent y avoir des comportements désobéissants, hostiles et provocateurs envers les figures d'autorité. L'enfant peut se mettre souvent en colère, il peut contester ce que disent les adultes, il va s'opposer activement, il peut aussi embêter les autres délibérément, il peut faire aussi porter autrui responsable de sa mauvaise conduite. C'est un enfant qui va souvent être susceptible puis facilement agacé par les autres. Il peut également être très souvent fâché et plein de ressentiment. Euh, Tous les enfants peuvent avoir certains de ces comportements-là. Par contre, pour l'enfant qui a un TOP, ces comportements-là doivent absolument être persistants et fréquents pour qu'il s'agisse d'un trouble oppositionnel. Le trouble oppositionnel entraîne plusieurs conséquences. Les comportements hostiles, défiants et provocateurs entraînent des difficultés dans les relations interpersonnelles et de la difficulté au niveau des habiletés sociales. Donc, les enfants qui ont un TOP ont très souvent des conflits avec leur père, puis ont de la difficulté à se faire des amis. Ça peut aussi engendrer des tensions familiales. Donc, les parents, souvent, ils se sentent impuissants, ils se sentent dépassés, ils ne savent pas comment trop intervenir. Donc, ça engendre beaucoup de stress parental et des conflits familiaux qui peuvent même mener jusqu'à la séparation. Comme les élèves, les enfants qui ont un TOP ont de la difficulté à se conformer aux règles à l'école et à la maison, ben, ça peut entraîner des difficultés scolaires parce que souvent, leur comportement, il perturbe le climat de classe. Ça nuit aux apprentissages d'autrui, mais ça va aussi nuire à leur propre réussite parce que souvent, ça va engendrer des conséquences. Ils vont manquer certains cours, certaines notions, ils ne seront pas concentrés. Donc, ça peut aussi nuire à leur propre réussite scolaire. Avant l'adolescence, le trouble est beaucoup plus fréquent chez les garçons que chez les filles, mais après la puberté, c'est très similaire, simplement que les garçons auraient des comportements plus externalisés que les filles. Le TOP peut aussi coexister avec plusieurs autres troubles tels que le TDAH, les troubles d'humeur, les troubles de conduite ou les troubles anxieux. 92% des enfants qui ont un TOP ont également un autre trouble qui est associé. Pour les facteurs de risque, il y en a plusieurs, mais les caractéristiques cognitives et biologiques, le quartier, l'école, la famille, les pairs peuvent expliquer le trouble de l'enfant. Le modèle théorique sur lequel on a décidé de se baser pour notre plan d'action, c'est la théorie de l'autodétermination, qui se base sur le fait que l'intégrité et la croissance d'un individu, ainsi que son mal-être, s'expliquent par la satisfaction de besoins psychologiques de base. Donc, le modèle dit que si ces besoins-là sont satisfaits, ça favoriserait la proactivité, l'intégration, le bien-être de l'individu, alors que s'ils ne sont pas satisfaits, ça favoriserait la passivité et le mal-être. Donc, dans un contexte éducatif, ben, on souhaite favoriser la satisfaction des besoins pour s'assurer de la proactivité et du bien-être des élèves dans nos classes. Le modèle, les trois besoins psychologiques de base sont en premier le besoin d'autonomie, qui se réfère au fait que l'individu décide volontairement de ses actions en congruence avec lui-même. Donc, dans un contexte où un élève top est dans notre classe, ben, une intervention qui pourrait favoriser son besoin d'autonomie, ce serait celle de privilégier l'auto-évaluation de son comportement, puisqu'il aurait le choix par la suite d'agir différemment, considérant là, les actions qu'ils ont faites dans la journée, par exemple. Le deuxième besoin, c'est celui de compétence, qui est celui d'être efficace dans son environnement. Donc, ça ici, avec un élève top dans la classe, ce serait que l'élève réponde aux attentes du milieu. Puis, pour l'enseignant, ce serait de le renforcer positivement. De cette façon-là, favoriserait la satisfaction de son besoin de compétence. Finalement, le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance, qui est celui d'avoir des gens signifiants autour de soi qui démontrent de l'amour et du souci. Donc, pour ce besoin, la satisfaction de ce besoin-là, c'est vraiment au niveau des adultes qui entourent l'élève top, d'avoir un lien de confiance. Donc, quand on a un élève top, c'est d'être constant et cohérent. Ça favorise un lien de sécurité et de confiance avec l'enfant.
Les interventions reconnues pour gérer ce trouble, ROC 2017 a fait une étude avec le modèle de solutions collaboratives et proactives en lien avec la théorie d'autodétermination avec des élèves avec un trouble de comportement et émotionnel. Donc, ce n'est pas des élèves top, mais ils ont quand même des problèmes, des symptômes comportementaux qui sont semblables. Donc, je me suis basée sur cette étude-là. Le modèle de solution collaborative et proactive repose sur le processus de résolution de problèmes. Donc, on est dans la recherche de solutions aux comportements problématiques plutôt que dans la coercition. Euh, Suite à, voyons, à l'utilisation de ce modèle-là pendant 1 an auprès d'enseignants, ben, les besoins psychologiques ont été améliorés les trois, donc 40 pour l'autonomie. Donc, on voit un beau lien entre le modèle théorique et le modèle de solution collaborative et proactive. De même que Murii, qui a utilisé le modèle CPS en milieu familial, puis lui aussi a obtenu des bons résultats de fait que les enfants sont partis de fortement perturbés au niveau comportementaux à n'atteignant plus le seuil de diagnostic pour le trouble oppositionnel avec provocation. Pour le plan d'action, on veut vraiment proposer des interventions pour l'enseignante qui vont l'aider à mieux intervenir avec un élève présentant un TOP. Donc, on va proposer des interventions qui sont adaptées à l'évaluation de l'élève, à l'observation de l'élève et à ses besoins. On veut vraiment, dans notre plan d'action, intégrer l'élève qui soit une partie prenante du plan d'action pour développer justement ces trois besoins fondamentaux. On va aussi beaucoup collaborer avec les parents et les intervenants pour favoriser le sentiment d'appartenance. Et on va proposer des interventions positives pour justement créer un climat démocratique pour que l'élève se sente bien face à ce plan d'action-là. Donc, dans un premier temps, on va venir identifier la fonction du comportement. Donc, on va venir observer l'enfant pour voir pourquoi il agit d'une telle ou telle façon. Ça va nous aider justement après ça, proposer des interventions plus adaptées. Ensuite, on veut vraiment que l'élève fasse partie de son plan d'action. Donc, on va venir rencontrer l'élève, lui demander son point de vue, quelle intervention, selon lui, fonctionnerait bien avec lui, c'est quoi ses motivations et tout. Donc, comme ça va vraiment venir favoriser son besoin d'appartenance, son besoin d'autonomie et son sentiment de compétence également. On va aussi rencontrer le parent. C'est lui qui connaît le mieux son enfant, donc on veut aussi son opinion. Puis ça aussi, ça va vraiment montrer la collaboration à l'enfant. Puis ça va aussi favoriser également son sentiment d'appartenance. Ensuite, pour toute la classe, on va bien sûr enseigner les comportements attendus. Donc, on va modéliser, on va expliciter les comportements pour tous les élèves, même ceux qui n'ont pas de top. De cette façon, ben, les comportements vont être déjà établis à l'avance. Les enfants vont savoir à quoi s'attendre et ils vont même signer un contrat de comportement, un contrat pour affirmer qu'ils sont d'accord avec les attentes dans leur classe. Ensuite, bien sûr, comme ça a été dit, c'est important de faire du renforcement positif avec l'élève présentant un top pour justement favoriser son sentiment de compétence. On peut proposer des interventions, en fait, des systèmes d'émulation seulement pour l'élève ou pour la classe en entier pour faire du renforcement positif. Ensuite, on va établir avec l'élève des conséquences logiques. Bien entendu, si l'élève ne répond pas au comportement attendu ou a des comportements perturbateurs, il faut qu'il y ait des conséquences qui vont être en lien avec ses actions et ils vont être préétablis avec l'élève concerné. Ensuite, on propose des stratégies d'autorégulation pour que l'élève puisse s'autoréguler, des stratégies de respiration pour faire un retour au calme. Ensuite, le check-in, check-out, ça consiste à ce que le matin, quand l'élève arrive, va voir un adulte de confiance ou un enseignant. On va nommer ensemble les objectifs de la journée. Et le check-out, c'est à la fin de la journée, l'élève fait une rétrospection, il dit si ça a bien été, qu'est-ce qu'il aura amélioré pour la prochaine journée. Et finalement, après quelques mois, on réévalue tout ça, on réajuste aux besoins, on rencontre les intervenants et l'élève pour voir si tout va bien et il y a des choses à réajuster aux besoins.
Pour évaluer l'efficacité du plan d'action, on a deux grilles quantitatives qui vont nous permettre d'un côté d'observer le comportement ciblé, donc le comportement perturbateur. Dans ce cas-ci, c'est une grille pour le primaire avant midi, après-midi, du lundi au vendredi. Donc, on met un bâton quand le comportement perturbateur arrive. Avec le plan d'action, ben, ça devrait diminuer au fur des semaines, au fur et à mesure des semaines. La deuxième grille concerne le temps consacré à la tâche, donc comparativement au temps laissé par l'enseignant et le temps d'investissement de l'élève. Et avec le plan d'action, ben, on devrait voir que l'élève s'investit davantage au fur et à mesure des semaines. Les forces de notre plan d'action, c'est que, premièrement, ça inclut la famille. On sait, la littérature mentionne que c'est super important d'inclure la famille pour assurer l'efficacité du plan. Et on satisfait les trois besoins psychologiques de base, le besoin d'autonomie, d'appartenance et de compétence par l'application de ce plan d'action-là. Nos certaines faiblesses, ben, c'est que, étant donné qu'on veut inclure l'élève dans notre plan d'action, ça prend une ressource humaine pour l'accompagner dans l'élaboration de son plan d'intervention. C'est non spécifique dans le sens où c'est comme un plan qui s'applique à tous les élèves top, alors que chaque élève top a ses caractéristiques qu'il faudrait appliquer. La compétence de la ressource, justement, pour accompagner un élève top, ça prend des compétences. Ça va être nécessaire d'aller chercher ça. Et ressources financières, qui dit ressources humaines, dit ressources financières. Donc, ça peut être les faiblesses de notre plan. Donc, nos deux recommandations, ce serait premièrement la formation de la ressource humaine pour s'assurer de bien accompagner le jeune dans l'élaboration de son plan d'intervention et des interventions davantage spécifiques, donc comme je l'ai mentionné, davantage ciblées pour l'enfant top plutôt que pour généraliser les élèves top. Donc, on vous remercie pour votre écoute. Puis là, il faut que je fasse stop.